Bien, bonsoir à toutes et tous, merci pour l'invitation. Donc je me présente, Mathaï Souchon, je suis enseignant en sciences politiques à l'université Lyon 2. J'ai fait un mémoire de recherche sur l'engagement pour la cause animale, à L214 en fait. Et là actuellement je suis aussi en volontariat pour l'association PEA, pour l'égalité animale, qui mène des campagnes sur la question de la pêche, pour la fin de la pêche donc, et pour la fin du spécisme. J'y reviendrai à la fin de la présentation. Je ne suis ni biologiste ni éthologue, je préfère clarifier ça tout de suite. Donc je ne vous livre pas de résultats de mes propres recherches de biologiste. Voilà. Je m'appuie en fait sur un travail de synthèse déjà réalisé par des vulgarisateurs, documentalistes, qui ont travaillé à faire une revue un peu systématique des choses intéressantes à savoir sur les animaux aquatiques. Voilà, et donc notamment le travail de Pierre Sigler, qui est documentaliste pour PEA, et Sébastien Moreau, qui est un vulgarisateur scientifique indépendant, et qui a fait cette super BD avec Fanny Vaucher, où vous apprendrez plein de choses passionnantes sur les animaux aquatiques. Donc ce soir, j'aimerais vous présenter quelques éléments de biologie et d'éthologie. Donc éthologie, l'étude du comportement des animaux. Alors d'abord, premièrement simplement pour le plaisir en fait de découvrir des animaux qu'on connaît mal finalement et puis qui ont des capacités ou des comportements parfois assez fascinants. Alors pourquoi est-ce qu'on les connaît mal d'ailleurs? Vous pouvez lever la main. Oui, parce qu'ils vivent pas proches de nous, effectivement. Quoi d'autre? Ouais, voilà. Ils sont aussi très différents de nous. Même quand on est proche d'eux, qu'on les voit, c'est pas pour autant qu'on les comprend. C'est sûr que le fait qu'ils vivent dans un milieu différent du nôtre, loin des villes, même des campagnes, crée un certain isolement, une difficulté à voir même de qui on parle en fait quand on parle des animaux aquatiques. On pense spontanément aux poissons, on oublie souvent les céphalopodes, les crustacés. Et puis, oui, c'est difficile de comprendre ce qu'ils expriment parce que, par exemple, ils n'ont pas de mouvement d'oreille, d'expression faciale très facile à interpréter, de mouvement de la queue, comme on peut l'observer chez les chiens, les chats. Donc tout ça crée une certaine distance qui ne favorise pas l'empathie, la compréhension. On a du mal, en fait, en somme, à reconnaître en eux des individus. Si je vous parle, par exemple, d'anchois, souvent, la première représentation qu'on a des anchois, c'est un ingrédient sur une pizza, et pas un individu vivant. Le mot désigne l'animal déjà mort, en fait, dans le langage courant. Comme s'il était voué à être ça, quoi, un ingrédient. Voilà. Et on n'est pas les seuls à oublier ça. Nos gouvernants, les premiers, oublient ça. Il n'y a quasiment pas de normes sur le bien-être des animaux aquatiques. On peut les tuer sans anesthésie. On peut ébouillanter les homards. Alors il commence à y avoir des débats là-dessus. En Suisse, ça vient d'être interdit, l'ébouillantage des homards. Sur la pêche électrique aussi, il y a eu une récente victoire au Parlement européen. Et néanmoins, c'est quand même intéressant de voir que même dans le camp des défenseurs des animaux, on a encore du mal à voir les animaux comme des individus. Par exemple, l'une des principales associations anti-pêche électrique, voilà, j'ai relevé, disait comme premier argument pour s'opposer à la pêche électrique que cette méthode risque de transformer l'océan en désert et de signer le glas du secteur européen de la pêche. Donc c'est une formule qui réussit l'exploit de ne pas mentionner les premières victimes dont il est question. Quand on dit l'océan devient un désert, oui, mais l'océan, c'est quoi? L'océan, c'est pas une entité abstraite. Dedans, c'est des individus concrets qui souffrent de ces pratiques. Ça se voit aussi beaucoup dans le vocabulaire qu'on utilise pour parler des animaux aquatiques au quotidien. Le vocabulaire des pêcheurs notamment qui résonne en tonnes, en poids de poissons et pas en nombre de poissons, qui parle de stock, qui parle de ressources marines, ressources halieutiques. Pensez aussi aux fameux fruits de mer. Donc j'en viens au second objectif de ma présentation, d'utiliser donc ces éléments sur la sentience des animaux aquatiques pour vous aider à les réindividualiser
à les voir en fait comme des individus qui ont des intérêts, hein, intérêts notamment à ne pas souffrir, à ne pas être tués, et qui sont dignes donc qu'on adopte à leur égard les mêmes raisonnements que font les associations antispécistes vis-à-vis des animaux terrestres, hein, à savoir, voilà, ils sont sentients, sensibles, ils ont des intérêts, donc on doit les inclure dans notre sphère de considération morale, on doit prendre leurs intérêts au sérieux, et donc ne pas faire passer nos caprices gustatifs au-dessus de leurs intérêts fondamentaux. Si on le fait, c'est une discrimination arbitraire du seul fait de la différence d'espèce, hein, et donc de la supériorité morale qu'on attribue spontanément à notre propre espèce. Voilà, et donc ça n'est pas justifiable. Voilà. Donc il s'agit du même raisonnement, mais qui s'applique aux animaux marins. C'est particulièrement important de se préoccuper de ces animaux-là, parce que quand on regarde la quantité d'animaux qui sont tués chaque année par les humains, les animaux marins, donc, on arrive à des estimations alors, qui sont très larges, parce que comme on a des chiffres en tonnes de poissons, il faut reconvertir en individus, et ça crée pas mal d'incertitudes. Mais on estime qu'il y a entre 1000 et 3000 milliards, des milliers de milliards hein, chaque année, qui sont tués. Voilà, donc c'est 14 fois plus en fait que le nombre d'animaux terrestres qui sont tués chaque année. Je rappelle, le nombre d'animaux terrestres tués chaque année, c'est 70 milliards, enfin c'est un chiffre de 2013, dont 61 milliards de poulets dedans. Voilà, donc 70 milliards d'animaux tués versus 1000 à 3000. C'est donc un problème important sur lequel on doit s'arrêter et prendre le temps de réfléchir sérieusement. Alors la sentience des animaux aquatiques, donc. Alors venons-en aux faits. Hein. Bon, déjà, il faut faire un peu le tri dans cette catégorie des animaux aquatiques. C'est une catégorie qui est très vaste, qui regroupe tout un tas d'animaux extrêmement différents. Il n'y a pas du tout la relative homogénéité qu'on trouve quand on regarde les cochons, par exemple. Hein, rien qu'en nombre d'espèces, vous avez chez les poissons, voilà, 32 500 espèces de poissons, 50 000 espèces de crustacés. À titre de comparaison, les mammifères, il y en a à peu près 5000 espèces, 5500. Voilà. Les oiseaux, c'est 10 400 espèces. Donc vous voyez, il y a une variété immense quand on parle des animaux aquatiques. Et cette variété fait qu'on est encore très loin d'avoir fini de les étudier. C'est des animaux qu'on connaît finalement assez peu. Hein. Leur cerveau reste en grande partie un mystère. Nous ne savons pas expliquer grand-chose de ce qui fait leur monde subjectif. Alors tous ces animaux n'ont pas les mêmes degrés de sentience. La sentience, vous voyez ce que c'est ? Non. Voilà, donc la capacité d'éprouver des choses subjectivement, d'avoir des expériences vécues. Bon, c'est très proche finalement de la conscience ou de la sensibilité, mais on préfère ce terme qui évite les connotations spécifiques associées à être conscient au sens être précautionneux, être sensible au sens être facilement émotif. Voilà. Mais c'est un quasi synonyme. Alors on a des critères évolutifs, neurologiques, comportementaux pour évaluer le degré de sentience. Bon, je vous emmène directement aux conclusions. Pour les vertébrés, c'est assez simple, c'est tout le monde est sentient. Pour les céphalopodes, donc les pieuvres notamment, c'est le cas aussi. Pour les crustacés et les insectes, on a pas mal. Je mets les deux ensemble parce qu'en fait, ils font partie de la même catégorie des arthropodes. On a pas mal d'indices qu'ils sont très vraisemblablement sentients. Et puis, c'est intéressant de noter qu'on a aussi des animaux qui ne sont pas sentients. Hein, il n'y a pas de coïncidence exacte entre être un animal et être un être sentient. Les éponges n'ont pas de système nerveux, elles ne sont pas sentientes. Les bivalves, c'est-à-dire les moules, les huîtres et les palourdes, alors ça surprend souvent dans les milieux véganes, mais ce sont des animaux qui ont des comportements qui sont strictement de l'ordre du réflexe, qui n'ont pas besoin en fait de la sentience comme ils sont fixes. Ça n'a pas d'intérêt évolutif pour eux d'être sentients. Les coraux, les méduses aussi ne sont pas sentients. Ce qui me permet de signaler donc qu'il y a une distinction importante entre animal vivant et puis être sentient. D'un point de vue moral, c'est bien la sentience qui nous intéresse. Donc je reviens aux animaux aquatiques sentients. Oui, ils ont des personnalités distinctes. Oui, il y en a des courageux, il y en a des plus grégaires. Et c'est pas réductible à leur espèce, c'est-à-dire que vous n'avez pas des espèces de courageux et puis des espèces de non courageux. À l'intérieur d'une même espèce, vous avez des personnalités qui sont diverses.
Alors, l'une des premières choses qui importe à un être sentient, c'est d'éviter la douleur, c'est de rechercher les plaisirs. Et donc en particulier, cette question de la douleur, elle nous importe moralement. Est-ce que les animaux aquatiques peuvent éprouver la douleur? C'est un sujet sur lequel les scientifiques avancent seulement depuis peu. C'est seulement depuis le début des années 2000 qu'on commence à avoir des recherches sur cette question. Je vais vous prendre l'exemple des truites. Alors, l'expérience qui a été menée sur des truites consiste à injecter dans leurs lèvres un produit qui induit de la douleur, du venin d'abeille par exemple, ou du vinaigre blanc, et puis on prend un groupe de truites qui sert de point de comparaison, pour lequel on injecte aussi un produit, mais indolore, du sérum physiologique. Et par rapport au groupe placebo, on observe donc quel est le comportement des truites qui ont reçu la substance douloureuse, et ce qu'on voit, c'est qu'elles ont un comportement très différent, elles sont agitées, elles se désintéressent de la nourriture, elles vont compresser leurs lèvres sur la vitre de l'aquarium, et si par contre on va leur administrer de la morphine, alors là elles arrêtent d'avoir ces comportements différents, elles ont un comportement équivalent à celui des truites qui n'avaient pas de produit douloureux. Autre élément aussi, elles sont habituellement craintives, les truites, quand vous les mettez face à un nouvel objet. Ce que les scientifiques ont fait, c'est que pendant qu'ils l'avaient sorti de l'aquarium, ils avaient fait l'injection, pendant ce temps, ils ont mis dans l'aquarium une tour en Lego. Et donc, en général, les truites, face à un objet nouveau, voilà, elles cherchent à l'éviter. Et bien là, les truites qui avaient le produit douloureux ne cherchaient pas à éviter le Lego. Elles étaient tellement concentrées sur leur douleur que le fait qu'il y ait un élément nouveau dans leur environnement n'était plus du tout leur priorité. Et donc ça, c'est un élément important parce que ça nous montre que leur attention est perturbée par la douleur et donc que les truites ressentent la douleur de façon consciente. On a d'autres exemples de douleurs chez diverses espèces d'animaux aquatiques. Le poisson rouge, quand il vient dans une zone désagréable de l'aquarium, enfin il va venir dans une zone désagréable où il y a de la nourriture seulement s'il a vraiment très très faim. C'est-à-dire qu'il fait un compromis entre sa faim, son grand appétit, et le fait de devoir aller se rendre dans une zone qui sait être désagréable. Voilà. Et ça, c'est aussi une preuve de capacité à éprouver la douleur de façon consciente que de faire des compromis avec ce qu'on sait être douloureux, de chercher à le limiter. On se rend compte aussi que le poisson zèbre accepte de payer un coût lorsqu'on va lui administrer, pour s'administrer lui-même en fait un analgésique. Quand on lui injecte de l'acide, il va quitter une zone sympathique de l'aquarium pour aller dans une zone pas sympa, une zone où il n'y a pas de copains, où il n'y a pas de cachette. Mais il va le faire parce qu'il y a l'analgésique et donc il est prêt à faire cet effort pour aller soulager sa douleur. Les saumons d'élevage aussi, ça c'est une étude assez récente, 2015. On s'est rendu compte qu'ils avaient des comportements dépressifs, une souffrance psychologique, les mêmes symptômes en fait que chez les humains, les mêmes modifications hormonales qui se produisent chez nous lorsqu'on entre en dépression. Donc ils arrêtent de grossir dans ces élevages où ils sont très serrés les uns aux autres. Ils arrêtent de s'alimenter, ils se laissent mourir en flottant sur le dos. Voilà. Donc on pourrait continuer comme ça, il y a une multitude d'exemples. Bon, la preuve est faite pour la plupart des animaux aquatiques, donc de leur sentience, leur capacité à éprouver des sensations et la douleur notamment. Alors maintenant, comment est-ce qu'ils perçoivent concrètement leur environnement? Alors déjà sur la vue, c'est assez original. Ils ont des façons de percevoir l'environnement qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir chez les mammifères. Les anableps, par exemple, ils ont des yeux qui sont divisés en deux pour voir à la fois à l'extérieur de l'eau et sous l'eau. Voilà, c'est des yeux en deux parties qui sont très spécialisés avec pas du tout les mêmes récepteurs pour la vue à l'extérieur et la vue sous l'eau. Les poissons plats, ils ont un œil qui migre aussi sur leur corps au cours de la vie. Les poissons lanternes sont capables d'émettre et de percevoir de la lumière rouge. C'est un peu l'équivalent des caméras infrarouges chez les humains, puisque sous l'eau, dès que vous descendez en dessous d'une vingtaine de mètres, la lumière rouge est bloquée en fait. Donc la plupart des animaux aquatiques ne voient pas la lumière rouge, n'ont pas les récepteurs pour la lumière rouge, vu que de toute façon il n'y a pas de lumière rouge dans leur environnement. Mais ces poissons-là émettent de la lumière rouge et sont capables de la voir.
Donc c'est un peu comme s'ils avaient une caméra infrarouge dans le noir et que ça leur permettait de voir là où personne d'autre ne peut voir. Voilà, c'est quand même assez classe. Les poissons archers aussi, ils distinguent, ça nous montre à quel point leur vue peut être fine. Ils sont capables de distinguer deux visages humains que vous montrez sur un écran devant la vitre de l'aquarium, deux visages humains qui sont pourtant assez similaires. Voilà, ils vont arriver à bien les distinguer. Sur l'ouïe. Hop là. Alors, certains poissons entendent et font aussi des sons. Alors, comment ? Grâce à un organe qui s'appelle la vessie natatoire, qui au départ est un organe qui sert à gérer la hauteur du poisson dans l'eau, et puis aussi à assurer son équilibre, à se déplacer en fait en 3D en restant bien stable. Mais c'est aussi un organe qui sert de caisse de résonance des sons pour les interpréter, et puis qui permet également de produire des sons grâce aux muscles qui entourent cette vessie. Des muscles qui sont des muscles vibratoires, bon, pas toujours très précis, c'est pas forcément l'équivalent d'une corde vocale, mais enfin, des fois, ça permet de faire des chants qui sont quand même assez structurés. Les poissons rouges, alors, qui vivent 30 ans dans la mer, 1 an dans un aquarium, ont un système d'oreille interne qui est bien développé, qui est assez proche du nôtre. Ils sont capables de distinguer, ça c'est une étude de 2013 qui nous l'apprend, le Sacre du printemps de Stravinsky, donc un morceau de musique classique, et la Toccata et Fugue en ré mineur de Bach, un autre morceau de musique classique. Voilà, donc ils sont capables de faire des distinctions quand même assez fines sur des morceaux de musique d'humains. L'odorat et le goût, on les met ensemble parce que en fait ça correspond à quelque chose d'assez similaire qui est la perception des substances chimiques finalement. Beaucoup ont un odorat assez impressionnant chez les poissons. Les saumons, c'est l'exemple typique. Ils ont une perception très fine des signatures chimiques des cours d'eau. Des petits détails qui sont très fins. Les poissons rouges aussi sont capables de détecter des molécules à une concentration infime, de l'ordre de la picomole par litre, 0, vous mettez 11 zéros et puis un 1, sachant que 1 litre d'eau, c'est 56 moles de molécules. Voilà. L'humain a 10 000 cellules de réception olfactive, pour vous donner un point de repère. Et vous avez des poissons qui ont 11 000 cellules, la brème, 27 000 pour le silurglane, 155 000 pardon, pour le silurglane. Voilà. Donc vous voyez qu'il est très au-dessus de nos capacités d'humain, sans néanmoins arriver à dépasser le chien qui lui est à 224 000. Le goût, alors c'est assez original. Ils ont des papilles gustatives dans la bouche, mais parfois aussi sur la peau. Le poisson-chat, par exemple, il a des papilles qui lui permettent de goûter à plusieurs mètres de lui. Voilà, donc il a véritablement un sens du goût à distance. Bon, pour ça, il a beaucoup de capteurs. Il en a 75 000. Un humain, dans sa bouche, il en a 10 000. Le toucher à distance, maintenant. Ça, c'est assez original aussi comme sens. Un certain nombre de poissons, beaucoup de poissons, ont une ligne latérale qui est composée de fibres. Qui est composée de fibres réceptrices tout autour du corps. Et ça explique en fait pourquoi, la ligne, ça explique pourquoi les poissons qui sont dans des bancs réagissent si rapidement lorsqu'il y en a un qui commence à faire un mouvement, comment ils sont capables de se synchroniser si bien pour bouger tous en même temps. Vous avez peut-être déjà vu ce genre d'image dans des documentaires. En fait, ils perçoivent la compression et la dépression à proximité d'eux grâce à cette ligne latérale. Vous avez concrètement, vous avez un fluide dans le canal qui passe donc près de l'extérieur du corps et ça va activer des cellules sensorielles qui sont donc les neuromasses, et qui vont alerter le poisson qu'il y a donc un mouvement proche. Certains poissons aveugles ne se dirigent que comme ça, que grâce à la ligne latérale, donc c'est un organe qui permet une perception d'une assez grande précision. Ça sert aussi de sonar en quelque sorte. On perçoit les déformations de l'eau engendrées par le mouvement du corps du poisson lui-même. Voilà. Il est capable de percevoir en retour ce que provoque son déplacement sur son environnement et donc de comprendre quel est son environnement. Bon, et puis ils ont aussi des sens qui sont complètement étrangers à ce que nous on connaît, un sens de l'électricité par exemple.
la réception électrique, l'émission d'un champ électrique aussi pour certains animaux. Je prends l'exemple des anguilles électriques. Elles peuvent produire des courants jusqu'à 800 volts, hein, donc 4 prises électriques. Donc ça permet de tuer quelqu'un. Ça permet de tuer des grosses bêtes, des chevaux au bord de rivières par exemple. Et puis aussi éventuellement un humain, hein, surtout s'il a des problèmes cardiaques. Le poisson-éléphant, lui, c'est un peu différent son usage de l'électricité. C'est des courants faibles. Ça lui sert de sonar, donc c'est l'illustration là, pour percevoir son environnement immédiat en fait. Hein. Puis c'est aussi un moyen de communication avec ses pairs, hein, suivant le nombre d'impulsions, la fréquence, un peu comme un code Morse. Et donc il a une espèce de capacité finalement de voir via son sens de l'électricité les objets en fer qui sont très conducteurs, par exemple, ont tendance à les éblouir en quelque sorte. Ils n'aiment pas ça, ils fuient ce genre d'objet. Les poissons éléphants sont très doués avec ce sens. Hein. Ils arrivent à reconnaître des objets, même si dans l'expérience, donc là on vous explique, voilà, même des objets très altérés, donc sans la vue, hein, qu'avec leur sens de l'électricité, ils arriveront quand même à reconnaître un objet qu'on essaye de traficoter un peu pour qu'il ait plus l'air d'être tout à fait le même. La mémoire, ça c'est quand même un grand sujet parce que il y a ce fameux mythe du poisson rouge qui a une mémoire de 3 secondes. Je reviens sur les saumons. C'est vraiment un cas impressionnant. Les saumons naissent dans un cours d'eau douce. Ensuite, ils s'en vont vers l'océan. Pour ça, ils vont faire parfois des centaines ou même des milliers de kilomètres. Et tout au long de ce voyage, ils vont repérer au fil du chemin divers repères à partir de tous leurs sens. Hein. Donc la vue, l'olfaction, mais aussi le champ magnétique terrestre, c'est quand même assez balèze, la position du soleil aussi, la polarisation de la lumière. Voilà. Et donc c'est tous ces indices qui vont leur permettre, plusieurs années plus tard, après avoir fait ce trajet une seule fois, de revenir sur leur chemin sans se tromper pour faire naître les petits dans le cours d'eau d'origine. Donc là, niveau mémoire, on n'a pas grand-chose à leur envier. Un autre exemple aussi assez fascinant, c'est l'exemple des gobies. Les gobies sont des animaux qui vivent en fait dans des roches, des petits bassins dans la roche, à proximité des côtes. À marée haute, ils repèrent ces différents creux dans la roche. À marée basse, vous avez des bassins qui du coup deviennent séparés. Voilà. Pour passer d'un bassin à l'autre, il faut sauter. Et donc, grâce au repérage qu'ils font une seule fois à marée haute, et avec une vision de haut, hein, qui n'est pas du tout la même que quand vous êtes dans le bassin et que vous allez sauter, grâce à ce repérage qu'ils font une seule fois, ils sont capables de, s'ils ont besoin de rejoindre la mer pour échapper à un prédateur, d'enchaîner les sauts très rapidement de flaque en flaque et revenir ainsi jusqu'à la mer. Voilà. Et on a pu vérifier hein, qu'ils ne se repèrent pas au moment où ils sont en l'air, hein, c'est bien avant même de sauter, qu'ils calculent la bonne direction, la bonne propulsion pour arriver vers la bonne flaque et qu'ils continuent comme ça de flaque en flaque dans le bon ordre pour revenir jusque dans la mer. Sans jamais s'écraser contre la roche. Hein. Donc voilà, c'est un peu comme si nous, voilà, vous voyez, on repère un itinéraire sur une carte. Donc on a une vue de haut, et puis ensuite, quand vous êtes dans la ville et que vous essayez de vous repérer, il y a un certain effort à faire hein, pour arriver à vous repérer parce que vous n'avez plus une vue de haut. Voilà. Là, c'est le même effort qu'ils réalisent avec brio. La mémoire ne se limite pas à la mémoire des lieux, il y a aussi la mémoire des événements. Un certain nombre de poissons ont des capacités assez impressionnantes là-dessus. Par exemple, ceux qui mangent le plancton vont se souvenir depuis combien de temps ils ne sont pas allés à tel endroit. Parce que ça n'a pas d'intérêt de revenir trop vite à un endroit où le plancton n'a pas eu le temps de repousser. Donc ils vont savoir estimer et revenir au bon moment quand le plancton aura repoussé. Le comportement, oui voilà, ça c'était les gobies, j'ai oublié de passer la diapo, où vous voyez à marée haute le repérage et puis à marée basse le saut de flaque en flaque. Les relations sociales. Alors les poissons se reconnaissent mutuellement, hein, avec plein d'indices, hein, l'odeur, la vue, ils s'observent, ils s'imitent, ils ont des comportements sociaux. Je vais donner quelques exemples précis. Les combattants d'abord, ils sont capables d'adapter leur comportement à leur public.
Donc c'est des poissons qui, comme leur nom l'indique, font des combats. Et suivant qu'ils sont observés par un mâle ou une femelle, ils vont pas être aussi agressifs dans le combat. Face à un mâle, ils vont avoir tendance à être plus agressifs que devant une femelle. Certains poissons aussi vont chercher un contact avec des semblables, même si ça a un coût. Ça nous montre l'importance qu'il y a pour eux à être en groupe. Les truites, par exemple, qui n'aiment pas être seules, elles vont être prêtes à franchir un passage avec de l'électricité qui est désagréable dans un aquarium pour aller rejoindre une congénère. On a des preuves de lien de confiance aussi que les poissons vont avoir les uns envers les autres. C'est notamment la chasse coopérative du mérou et de la murène. Bon, j'ai plus le temps de vous en parler, mais si vous voulez, après, vous pouvez me poser la question et je développerai ce point. Un exemple aussi d'intelligence machiavélienne, c'est le labre nettoyeur qui trahit certains poissons, mais qui les trahit de façon contrôlée, de façon contextuelle. Il choisit bien lesquels il va trahir en fonction de la situation. Là aussi, je vous en parlerai volontiers si vous me posez la question après. Voilà. Je passe tout ça. Et donc, je vais vous terminer en vous disant deux mots de la campagne mondiale pour la fin de la pêche ou campagne qui sont les poissons. Donc, l'exposition que je vous présente là, c'est celle qui est affichée dans la salle et que je vous invite à regarder. Donc, c'est une campagne qui met à disposition du matériel sur la question des animaux aquatiques, avec cette perspective individualiste où on les regarde donc comme des individus qui ont des intérêts et pas simplement comme un tout, une totalité. On met à disposition des banderoles, des panneaux, des tracts, des conseils de bouquins. Voilà. Donc notamment, je vous ai amené ces deux-là que je vous recommande. Révolution animale, c'est un bouquin qui ne parle pas que des poissons, qui est multi-espèces, une espèce de grosse bible qui fait la synthèse de tas de travaux réalisés au cours des dernières années sur les comportements des animaux. On fait donc juste cette campagne reçoit le soutien de 150 organisations dans le monde. Donc je vous ai mis quelques logos là d'organisations internationales et françaises. Je vous ai pas tout mis. On organise au moins une journée mondiale pour la fin de la pêche chaque année. On aimerait faire plus, mais bon, déjà, on s'assure de faire ça bien. Donc vous avez quelques exemples d'actions qui ont été réalisées cette année, qui ont été assez bien médiatisées, suivant les cas. Je termine vite pour justifier quand même cette revendication de fin de la pêche qui apparaît parfois comme un objectif un peu illusoire pour certains. Je voudrais souligner que, parce que voilà, l'objection qu'on nous sort souvent, ça va être que y a 120 millions de personnes qui dépendent économiquement de la pêche, donc on ne peut pas leur faire ça, de leur enlever leur gagne-pain. La réponse qu'on fait face à ça, c'est que la préservation des emplois ne peut pas justifier des pratiques. Sinon, qu'est-ce qu'on dirait face aux organisations qui cherchent à lutter contre les conflits armés? On leur dirait, oui, mais il faut préserver les employés de l'armement, vous ne pouvez pas les mettre au chômage. Voilà, donc évidemment, l'impératif éthique prime, et derrière, on doit trouver des solutions pour permettre la reconversion des travailleurs. Et permettre la reconversion, c'est le travail des politiques. Donc c'est quelque chose qui doit s'exiger vis-à-vis des politiques, de promouvoir l'élaboration de politiques qui permettent aux familles qui dépendent de la pêche de développer d'autres activités, de développer des mesures incitatives qui peuvent s'avérer nécessaires pour faciliter l'acheminement dans certaines régions de produits végétaux, pour plus avoir besoin de se nourrir de poissons. Et puis il faut ajouter qu'indépendamment de l'abolition de la pêche, de toute façon, au regard des évolutions actuelles de l'agriculture et encore plus sur la question de la pêche où vous avez quelques gros bateaux qui font des véritables razzias, de toute façon, ça devient de plus en plus difficile pour les petits pêcheurs d'arriver à bien vivre de cette activité. Donc le contre-coup social arrive et la question est déjà posée de comment on fait
pour s'y confronter, comment on fait pour développer des propositions d'emploi alternatives. Donc ça induit plein de questions, la politique de formation, d'aménagement du territoire, d'organisation de l'activité économique. En tout cas, voilà, ce qu'on tient à dire, c'est qu'abolir la pêche, ça n'est pas impossible, c'est une question de volonté politique. J'espère vous avoir donné des billes pour vous convaincre qu'il est important de se soucier de l'injustice considérable qu'on inflige aux milliers de milliards d'animaux aquatiques, qu'on élève, qu'on pêche, qu'on tue. Et puis vous avoir donné envie d'être convaincant aussi à votre tour là-dessus, sur ce sujet. Vous donner envie d'encourager vos proches également, et puis les organisations peut-être dans lesquelles vous vous engagez, s'il y a des militants parmi vous, à prendre en main cette question du sort qu'on inflige aux animaux aquatiques. Vous pouvez visiter le site de la campagne, endoffishing.org/fr. Vous avez pas mal d'informations sur les revendications et puis sur la sentience des poissons. Je vous encourage aussi sur cette question-là à voir la BD. Et puis il y a aussi une conférence qui est très bien de Sébastien Moreau, co-auteur de la BD, qui s'intitule L'intelligence des poissons. Voilà, si vous cherchez sur YouTube, vous verrez. Vous reverrez des choses que j'ai déjà abordées aujourd'hui, puisque c'est notamment sur son travail que je m'appuie. Mais en 1h30, vous découvrirez pas mal de choses assez passionnantes aussi. Est-ce qu'il y a des questions ?